Alors, il est 15h06 chez moi ici, donc je pense qu'on peut commencer. Hein. Oui, c'est parfait. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Okay. Moi, je me nomme Douko Traoré. Je suis assistante marketing digital à l'Université virtuelle du Mali. Aujourd'hui, c'est moi qui suis chargée de faire la modération de ce webinaire qui porte sur le thème Internet des objets. Quelle opportunité représentent les technologies IoT pour le continent africain? Juste avant de commencer, je précise un point afin de faciliter les échanges et les interactions. Je invite tout le monde à mettre les caméras, à désactiver la caméra et de mettre les sons et de mettre aussi toutes les questions dans la partie discussion publique afin de faciliter les échanges. Alors, ceci étant dit, nous pouvons commencer notre webinaire. Pour décortiquer ce thème, nous avons comme intervenant aujourd'hui M. Mohamed Moustapha Sarr. Je rappelle que vous êtes ingénieur de conception des communications spécialisées en ingénierie d'affaires. Vous êtes également un passionné des technologies blockchain, de l'intelligence artificielle, mais surtout de l'Internet des objets connectés. Alors, ce qui vous a amené d'ailleurs à co-créer la start-up Ayana Tech, qui est une start-up qui évolue dans le domaine de l'agriculture technologique. Donc, vous avez l'occasion d'en parler, détailler plus quand vous aurez la parole. Ok, ça Alors, marche. sans plus tarder, je vous donne la parole pour édifier nos chers followers sur le thème. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonjour à tous. Donc, je crois que la présentation s'est très bien faite. Exact. Donc, je remercie l'Université du Mali de m'avoir donné cette opportunité pour venir aujourd'hui présenter quelques connaissances sur l'Internet des objets. Voilà. Donc, je vais peut-être partager mon écran et on va démarrer la présentation. Alors, c'est parti. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. Ah oui, oui, je vois bien l'écran. Je crois que c'est le cas chez tout le monde, oui. Enfin, Oui. Ok. Vous voyez la présentation, c'est bon? Oui. Ok, ça marche. Donc, nous allons commencer. Alors, on va parler d'objets connectés d'enjeux aujourd'hui en Afrique. Alors, nous allons déjà d'abord commencer par peut-être dire c'est quoi l'Internet des objets. Alors, avant de venir à l'Internet des objets, nous allons déjà essayer de comprendre quelles ont été les révolutions numériques qui ont eu lieu depuis que Internet existe. Donc, j'ai voulu à peu près, on va dire, faire l'historique de ce qui s'est passé depuis 1969 à 2020. Donc, au tout début, nous avions un réseau web qui s'appelait ARPANET et qui était surtout utilisé par des universitaires à des fins de recherche. Donc, ça, c'était l'ancêtre d'Internet. Ensuite, nous avons eu l'avènement de la brochure électronique et donc toutes les entreprises ressentaient le besoin de partager des informations sur Internet pour faire connaître leurs produits et services. Donc, ils ont acheté des noms de domaine, ils ont fait des sites web pour présenter leurs produits. Donc là, on était à la deuxième étape d'Internet qui était appelée brochure électronique. À la troisième étape d'Internet maintenant, à sa troisième évolution, nous avons tout ce qui est achat et vente de produits ainsi que prestation de services avec des services bancaires, les sites de e-commerce, etc., comme eBay et Amazon. Donc là, on était à l'étape 3 d'Internet. Donc l'Internet a évolué ensuite vers ce qu'on appelle maintenant le web social ou le web expérimental avec l'avènement des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Google, etc.
Et là, maintenant, on parle d'objets connectés, on parle de cybersystèmes, on parle d'intelligence artificielle. Alors, ça, c'est une définition vraiment très compliquée que les gens donnent à chaque fois qu'on parle d'Internet des objets. Mais disons que l'Internet des objets, c'est un réseau de réseaux. Donc, nous avons des objets connectés, ce sont des objets qui peuvent se connecter à Internet et qui sont là et qui captent des informations qui proviennent de leur milieu. Ça peut être des informations comme la température, l'humidité, les taux de pression, taux de radiation solaire, taux de luminosité, etc. Donc, en gros, c'est un réseau de réseaux qui permet de pouvoir récupérer, stocker, transférer, traiter et sans discontinuité, pardon, les données provenant des mondes physiques et virtuels et sans interruption. Donc, nous avons eu la première vague, on va dire, la première création, le premier vrai objet connecté qui a été créé par Kevin Ashton. Il s'agit des modules RFID. Les modules RFID, on va dire, sont des cartes magnétiques qu'on utilise généralement pour accéder à des bâtiments, à des laboratoires. Donc, ce sont des cartes électroniques créées par M. Ashton en 1999. Donc là, ça, c'était vraiment, on était au début des objets connectés. Ensuite, en 2003, M. Aladjian a créé une lampe d'ambiance équipée de 9 LED. Donc, c'est une lampe qui change de couleur et qui coûte 790 € quand même pour une lampe. Et cette même lampe-là, actuellement, 17 ans après, en 2020, je crois qu'elle coûte environ 10 000 francs, entre 10 à 15 000 francs. Juste pour vous montrer le niveau d'évolution de ces objets connectés-là. Ensuite, en 2005 maintenant, nous avons eu le premier, on va dire, objet connecté semi-intelligent. C'était un objet connecté à Internet via Wi-Fi qui arrive à lire des mails à haute voix, qui émet des signaux visuels et qui diffuse de la musique. Un peu comme Alexa de Amazon ou Siri pour iPhone. Et c'est en 2007 maintenant que le phénomène des IoT a pris de l'ampleur avec la démocratisation des smartphones. Parce que oui, les smartphones font partie des objets connectés. Ce sont des objets qui sont connectés à Internet, donc sont des objets connectés. Et cette évolution est induite par deux moteurs essentiellement. On a la croissance exponentielle des applications, des plateformes. On a des plateformes qui poussent un peu partout dans le monde. Et également, on a une maturité technologique des réseaux qui deviennent de plus en plus performants et capables de connecter des milliards de dispositifs de manière assez économique et sans effort. Alors, 55 milliards de dollars. C'est le chiffre que pesait le marché de l'Internet des objets en 2019. Et j'ai fait le travail pour vous, j'ai essayé de convertir en francs CFA. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de zéros. Je crois qu'il y en a 12. Donc, on va dire ce sont des 32 000 milliards de francs CFA, soit 32 billions de francs CFA. Donc, c'est la taille du marché des objets connectés en 2019. Même si on n'a pas encore beaucoup d'objets connectés en Afrique, ces objets-là commencent à vraiment gagner nos vies. Donc, en 2003, nous avions 500 objets connectés pour 6 milliards de personnes. En 2010, nous avions 12,5 milliards. Donc, entre 2003 et 2010, on est passé de 500 millions d'objets connectés à 12,5 milliards d'objets connectés. En 2015, on était à 25, soit 2 fois plus. On était à 25 milliards d'objets connectés. Et en 2020, nous avons 50 milliards d'objets connectés dans le monde qui sont actifés, qui sont actifs et qui fonctionnent pour 7 milliards d'individus. Donc, ça veut dire qu'on a environ 6,5 fois plus d'objets connectés que de personnes. Et la plupart de ces objets-là se retrouvent dans nos maisons, se retrouvent lorsqu'on fait du sport, bien-être, électroménager comme les thermostats intelligents, les réfrigérateurs intelligents. Au niveau de la santé également, avec des équipements intelligents pour prendre la tension, etc. Les accessoires de communication comme les montres intelligentes et la puériculture. Alors, l'IoT est à la conquête de notre quotidien. Nous retrouvons les objets connectés à notre domicile et dans l'espace public. À notre domicile, nous pouvons avoir des compteurs électriques qui relèvent l'électricité et les transmettent aux fournisseurs. Nous avons des montres pour avoir accès à des services. Nous avons même des balances connectées. Et au niveau de l'espace public, nous avons des exemples comme les poubelles connectées, les voitures connectées, les transports en commun connectés qui arrivent à nous donner des informations en temps réel sur leur vitesse, leur position et leur temps de passage. Et lorsque ces objets qui sont connectés dans l'espace public sont centralisés au niveau d'une même entité ou bien au niveau d'une même plateforme, on parle maintenant de ville intelligente parce que les transports sont connectés, les voitures sont connectées, les poubelles sont connectées et voilà. Alors, on parle d'Internet des objets. En anglais, ça signifie Internet of Things, Internet des objets.
Et de plus en plus, on parle maintenant d'Internet of Everything, IoE. Alors que l'Internet des objets est principalement abordé du point de vue des périphériques connectés, c'est-à-dire des capacités de détection et de possibilités de communication qui sont générées et qui sont analysées et exploitées. Ça veut dire que les objets connectés en réalité, ils sont connectés à Internet, ça on le sait. Maintenant, ils détectent quoi? Ils détectent ce qu'il y a dans le milieu environnement. Et lorsqu'ils finissent de détecter ces données-là ou bien ces événements-là, ils doivent les transmettre à un serveur. C'est là on parle de possibilités de communication. Et finalement, ces données sont générées, analysées, exploitées par une plateforme en vue maintenant de produire soit une réaction, soit une notification chez l'utilisateur. Donc, nous avons eu plusieurs révolutions industrielles depuis le XVIIIe siècle, avec notamment la mécanisation, l'électrification, l'électronique, et maintenant on est à la 4e révolution industrielle, c'est la révolution des cybersystèmes. On parle de big data, on parle de blockchain, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'objets connectés. Voilà. Donc, l'industrie 4.0 se matérialise généralement par des usines intelligentes et des produits intelligents, des systèmes autonomes modulaires, impression 3D, la robotique et les systèmes cyberphysiques. Donc, je n'ai pas trop rentré dans les détails techniques, mais juste pour vous montrer à peu près comment marche réellement un objet connecté. Je vais prendre le cas d'un détecteur, on va dire un objet qui est connecté à Internet et qui détecte un incendie et qu'on place dans une maison, par exemple. Cet objet-là va avoir un capteur qui va détecter les flammes. Donc, on a un capteur au niveau de l'objet. L'objet en tant que tel est un petit ordinateur de la taille d'une carte bancaire qu'on appelle un microcontrôleur. Donc, ce microcontrôleur-là a des capteurs qui va essayer de voir est-ce qu'il y a incendie ou pas. Si le capteur détecte incendie, le capteur va parler au microcontrôleur et va lui dire « Ah, mon ami, moi, j'ai détecté un incendie. » Monsieur, vous interrompre. À ceux qui viennent se connecter, merci de mettre vos sons sur lumière et de désactiver vos caméras, s'il vous plaît, pour ne pas perturber notre intervenant. Alors, vous pouvez continuer, monsieur Sarr. Ok, merci. Donc, une fois qu'on détecte cet incendie, par exemple, on doit maintenant transporter cette information-là. C'est-à-dire qu'on a détecté, là, on est dans un bâtiment, mais imaginons que la personne soit au bureau ou en train de travailler ou à l'école. La personne-là doit être notifiée qu'il y a quelque chose qui se passe chez elle. Et donc, on a les réseaux télécoms ou les réseaux de transport d'informations qui vont maintenant acheminer cette information-là à travers Internet vers une plateforme ou un système d'information. Au niveau de cette plateforme-là, maintenant, on va traiter les données qui viennent de ces objets connectés et puis on va prendre une décision. Donc, soit on va avertir l'utilisateur final, soit on va prévenir les pompiers, on va prévenir la police, etc., etc. Donc, c'est de manière très générale l'architecture des objets connectés. Donc, nous avons plusieurs domaines d'application. C'est le cas dans le domaine de l'aéronautique, de la défense, du transport, de l'énergie, du bâtiment, de la santé. On les retrouve un peu partout. Donc, lorsqu'on parle d'Internet des objets, lorsqu'on parle d'objets connectés en Afrique, on doit également parler des impacts que ça a sur nos vies et des stratégies. Et j'aime bien le background de ce slide-là. Il s'agit d'une start-up qui s'appelle Zipline, qui est au Kenya et qui livre des médicaments. Bon, là, ce ne sont pas des objets connectés en tant que tels, ce sont des drones, ce sont des avions qui peuvent aller livrer des poches de sang ou des médicaments. Ça, c'était juste une parenthèse, c'est au Kenya. Donc, en Afrique du Sud, nous avons environ 2 milliards de dollars pour le marché de l'IoT. D'après les dernières études, et 33% des entreprises d'Afrique du Sud ont prévu des investissements significatifs dans l'IoT pour les 3 prochaines années. Et ces 33% comprennent les secteurs de l'industrie manufacturière, comme les usines, les transports publics, la vente au détail et les services publics. Donc là, on est vraiment en train d'aller vers des villes intelligentes. Et comment on arrive à cela? Déjà, il faudrait avoir une maturité optimale pour innover. Il faut qu'au niveau de nos pays ou qu'au niveau de nos ressources humaines, qu'on ait assez de compétences, et que la technologie ne soit pas assez chère, ne soit pas trop chère, pardon, pour qu'on puisse développer et innover. Ensuite, il faudrait qu'on ait un écosystème d'entreprises et de startups technologiques qui développent et déploient des solutions innovantes IoT. C'est bien beau d'avoir une maturité, mais si on n'a pas des entreprises ou des startups qui sont là pour innover, pour réfléchir, pour essayer de tester de nouvelles solutions IoT,
nous ne pouvons pas avoir d'objets connectés en Afrique. Au moins, nous ne pouvons pas avoir d'objets connectés vraiment produits en Afrique. Et enfin, une fois qu'on a cette maturité, qu'on a cet écosystème maintenant, il faudrait qu'on ait un cadre réglementaire indispensable pour l'utilisation de ces technologies et sous l'impulsion du secteur privé. Donc, il faut que l'État, que nos gouvernements maintenant nous accompagnent le secteur privé à aller maintenant dans ce sens-là. Nous avons plusieurs cas de projets de Smart Cities. Nous n'avons pas encore de Smart Cities en Afrique, mais nous avons des projets de Smart Cities. C'est le cas en Afrique du Sud, à Cape Town, au Rwanda, en Algérie et au Sénégal. Pour le Sénégal, le Sénégal est présentement en train de construire une nouvelle ville à Diamniadio. Et dans Diamniadio, maintenant, il y a un projet qui s'appelle Diamniadio Lake City. Donc, c'est une ville intelligente avec une monnaie électronique appelée Acoin. Et c'est une initiative du chanteur ou du rappeur Akon que vous devez sûrement connaître. Donc, il s'est lancé dans les villes intelligentes du jour au lendemain. Voilà. Donc, nous avons plusieurs cas de solutions IoT déployées au Sénégal. Comme exemple, nous avons Tangai, une solution qui gère tout ce qui est température, humidité dans les salles serveurs. On sait que dans les salles serveurs, là où il y a beaucoup de machines, il y a les machines généralement ne supportent pas trop l'humidité. Les machines également ne supportent pas trop les très hautes températures. Donc, nous avons une solution Tangai, une start-up appelée Sika au Sénégal a déployé pour certaines entreprises. Nous avons également cette même start-up qui a déployé Sama Parking et Yakanal. Sama Parking permet à un utilisateur qui se trouve à Dakar, chez lui, de réserver une place de parking qui est en centre-ville. Et on fait cela avec des capteurs qu'on place au niveau des places de parking. Et ces capteurs-là vont capter la présence ou non de voitures au niveau de ce parking-là. Donc, une fois qu'on a cette information-là est transférée à une plateforme qui va traiter les données et qui va nous montrer à l'utilisateur final maintenant les places qui sont disponibles et leur emplacement via un module GPS pour qu'il puisse y rentrer. Et enfin, Yakanal est une solution aussi, un objet connecté qui permet de suivre sa consommation électrique depuis son smartphone et d'économiser de l'énergie. Donc, je vais juste vous présenter une des trois solutions pour vous donner une petite idée des objets connectés. Donc, Tanga est une solution de gestion de la température et d'humidité d'une salle serveur. Donc, Tanga est un objet. Il a des capteurs. Donc, il capte quoi? La température, donc capteur de température, capteur d'humidité et capteur d'eau. Donc, avec ces trois capteurs-là, nous arrivons à reconstruire le milieu ambiant dans lequel se trouvent les serveurs. À partir de là, lorsque ces informations-là maintenant sont reçues sur une plateforme web, on arrive à émettre des SMS, des emails ou des alarmes sonores si des seuils sont dépassés. Et l'impact que ça, c'est une diminution des risques de panne, une baisse de coût de maintenance des équipements, une optimisation de la maintenance et une garantie de la disponibilité. Ça veut dire que les objets connectés viennent vraiment pour assister les entreprises dans la maintenance de leurs équipements et pour les aider à limiter leurs coûts et leurs dépenses, leurs charges. Donc, chaque objet connecté a une interface. Chaque objet connecté a une interface. Que ce soit une interface back-end que seuls les développeurs voient, ou ça peut également être une interface mobile ou web, comme c'est le cas ici. Et donc, cette interface est très simple. Lorsqu'on rentre dans l'interface, à gauche, on a les données qui viennent des capteurs de température, donc 27 degrés. À droite, les données qui viennent de l'humidité, donc 29% de niveau d'humidité au niveau de la salle. Et en regardant la plateforme, on peut dire, ah, tiens, il y a deux pics ici. Il y a un premier pic qui se passe entre 5 h du matin et 13 h, et il y a un autre pic de température et d'humidité entre 17 h et entre 10 h et 11 h. Et en comparant ces pics-là avec la consommation, avec l'utilisation de ces serveurs-là, on s'est rendu compte qu'en fait, la température augmente en fonction de l'utilisation, en fonction de l'utilisation faite par les personnes qui travaillent dans cette entreprise-là. Et là, nous pouvons même aller beaucoup plus loin. Nous pouvons connecter un système de refroidissement et dire, OK, au système, si la température dépasse un seuil comme 30 degrés, par exemple, comme ici, là, tu déclenches les ventilateurs, tu déclenches la climatisation, et là, maintenant, la salle, elle est refroidie. Et juste après, lorsque la température redescend, là, maintenant, on coupe l'alimentation. En faisant cela, les entreprises n'ont plus à déployer des systèmes, non plus à mettre en place des systèmes qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour refroidir la serveur. Donc, ils arrivent à économiser de l'énergie, beaucoup d'argent d'ailleurs, pour refroidir leurs équipements. Donc, très rapidement, je vais juste vous montrer comment on contrôle les objets connectés. Donc, on a un microcontrôleur qui est en bleu ici.
Et nous avons également ce qu'on appelle des capteurs. Là, vous avez des capteurs qui ressemblent à des yeux. On les appelle des capteurs ultrasons qui permettent à ce robot-là de détecter des obstacles. Et c'est ce même principe-là, en fait, qui est utilisé dans les véhicules autonomes pour leur permettre de ne pas toucher les voitures qui les entourent. Donc voilà. Et généralement, chacun peut commencer à fabriquer des objets connectés. Ça ne coûte vraiment pas cher. Un kit complet pour fabriquer un objet connecté, en Afrique, ça coûte entre 25 à 30 000. Vous avez le microcontrôleur, beaucoup de capteurs que vous pourrez essayer et prototyper. Donc l'idée derrière ça, c'est que vous réalisez votre prototype, vous le testez, et après, maintenant, si le prototype, vous voyez qu'il est viable, et si vous voyez qu'il y a un marché qui existe et qui est vraiment là, et qui est prêt à adopter votre produit, là, maintenant, vous pouvez vous lancer peut-être soit dans l'entrepreneuriat, soit dans l'intrapreneuriat au sein d'une entreprise pour maintenant déployer, concevoir, finir la conception et déployer le système. Donc là, je vais juste faire ça. Voilà. Donc là, nous avons plusieurs objets. Ça, on a des lampes connectées. Nous avons même une fleur connectée. Et ça, sont des objets. Donc, le microcontrôleur est là. Et nous avons des capteurs qui permettent d'avoir le niveau d'humidité et de température au niveau du sol. Mais là, en fait, c'est une simulation. Donc, le sol est dans ces pots-là. Et là, nous avons également un petit pot de fleurs qui est connecté à Internet. Donc, c'est une fleur connectée, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, pour fabriquer des objets connectés, généralement, c'est tout un processus. Déjà, il faut avoir une idée. Il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire. Et l'idée vient généralement de l'imagination. Après cette première partie-là, on fait tout ce qui est design et conception. Donc, on essaie de voir de manière pratique, parce qu'on avait une idée. Maintenant, on se dit de manière pratique, comment on fait pour fabriquer tel objet connecté? Je prends un exemple. Je veux fabriquer un objet pour détecter le niveau d'humidité qu'il y a au niveau d'un champ, par exemple. Là, j'ai une idée. Maintenant, dans la partie conception et dans la partie design, je vais essayer de voir maintenant quelles sont les solutions que je vais utiliser, quelle est la technologie que je vais utiliser pour arriver à réaliser cette idée-là. Donc, je vais rentrer dans la phase de fabrication avec l'équipe que je vous ai montré. On fabrique des prototypes. On en fabrique généralement 2 ou 3 pour tester. On les teste chez les clients, on voit s'ils sont ergonomiques, si on a des feedbacks de la part de ces clients-là, de ces futurs clients, on les intègre. Ensuite, si les tests sont satisfaisants, on passe à l'étape supérieure. Donc, on se dit, d'accord, on a une maquette, on a le dispositif. Maintenant, on envoie les maquettes de ces dispositifs-là à un fournisseur industriel qui va pouvoir les produire en masse et en série pour produire 1000 ou 2000 objets connectés par jour ou par semaine ou par mois. Voilà. Après la partie opération, on engage les discussions avec le client, leur feedback pour voir leur user experience, pour voir si tout se passe bien, quels sont les feedbacks. Et puis maintenant, avec les données qui viennent de ces capteurs, ces données-là sont destinées au client. Mais nous pouvons également utiliser ces données-là pour pouvoir faire du big data, faire de l'intelligence artificielle, comprendre les habitudes des clients afin d'améliorer le produit. Donc, ça, c'était une première présentation. C'était très rapide. C'était juste pour avoir la base en IoT. Et voilà, je pense qu'en Bambara, on dit Aouniche. J'ai appris ça tout à l'heure. Et voilà. Maintenant, là, ça, c'était la première partie de ma présentation. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à une deuxième partie très rapidement où on a déployé un système connecté. Je vais vous montrer une vidéo très rapidement. Mais oui, peut-être on va passer à des questions. Oui, monsieur Sarr. Oui. Veuillez réactiver votre caméra, s'il vous plaît. Il y a des questions. D'accord, très bien. Oui. Alors, dans les chats, il y a des internautes qui ont posé des questions comme quoi, comment développer des solutions IoT adaptées aux réalités liées à la connectivité en Afrique. Oui, en fait, c'est une très bonne question. Je prends mon cas. Dans notre startup Ayanatech, on a été confronté justement au manque de connectivité dans les zones les plus reculées du Sénégal. Donc, on s'est dit, c'est bien beau de vouloir faire des objets connectés, mais fabriquer des produits que personne n'utilise, là, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué parce qu'il n'y a pas de business model derrière. C'est compliqué en tout cas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé maintenant de contourner cet obstacle-là en essayant de voir quelles sont les technologies qui nous permettent de joindre des zones
et de déployer des objets dans des zones où il n'y a jamais eu de connexion Internet. Et en ce faisant, nous, on a utilisé une technologie sans fil qui nous permet de déployer des objets connectés directement dans les régions, dans les champs les plus reculés du Sénégal, où il n'y a même pas de réseau 2G ni réseau 3G. Et à partir de là, maintenant, on arrive à transmettre ces informations-là via un canal sans fil. Mais ce n'est pas le canal normal comme les canaux 2G, 3G ou 4G, mais c'est un canal qui est propriétaire et qui est vraiment adapté à une utilisation en Afrique. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont en train d'être déployées justement pour résoudre ces problématiques-là. Et je pense que chaque objet connecté a son contexte. Il y a des objets pour la maison. On peut très facilement les connecter avec un Wi-Fi. Il y en a des objets pour une ville. Généralement, les villes sont couvertes en 2G, 3G. Mais on a des objets également qu'on doit placer dans des régions où il n'y a jamais eu de connexion Internet. Là également, il y a des solutions, il y a la technologie qui existe pour essayer d'atteindre ces personnes-là. Donc, il y a toute une étude à faire d'abord, déjà, au préalable, avant maintenant de commencer la conception des produits connectés. Donc, voilà, pour la première question. Alors, il y a une autre question. Un interlocuteur, disons, un internaute qui demande à savoir si on peut créer des solutions vraiment adaptées à des zones rurales comme les zones éloignées, par exemple. Oui, justement, en fait, ça rejoint la première question. En fait, il y a de nouvelles technologies. Je vais juste donner le nom d'une technologie. Voilà, j'ai mis ça en commentaire. On les appelle les LP1. Ce sont des Low Power Wide Area Network. Donc, ce sont des réseaux en fait d'objets qui ne fonctionnent pas avec les canaux 2G, 3G basiques et qui sont justement destinés à des zones rurales. Donc, on peut avoir des antennes qui peuvent couvrir des dizaines de kilomètres pour justement aller rejoindre ces zones-là. Donc, nous avons des solutions qui sont adaptées aux zones rurales. Et si je ne sais pas si vous avez déjà pensé à une chose. Imaginons au Sénégal ou au Mali, je présume, nous avons des canaux TV, n'est-ce pas? Nous avons la télé. Mais très étrangement, la connexion n'arrive pas dans certains villages, mais la télé existe dans ces villages-là. Là, je ne sais pas si vous me comprenez, mais on peut avoir des villages où, même si les gens n'ont pas de télévision dans leur maison, mais les signaux de télévision arrivent dans le village. Mais il n'y a pas de télévision dans le village. Mais ces signaux de télé arrivent. Ça veut dire que les ondes électromagnétiques ont une très, très, très grande portée. Et en se basant sur ces zones-là, on peut fabriquer des systèmes pour connecter ces zones rurales-là sans passer par l'Internet classique. Donc, ce qu'on fait, c'est on a une technologie intermédiaire pour ces zones rurales-là. Donc, on va essayer de connecter ces zones avec une technologie qui n'est pas Internet. On reçoit ces données-là maintenant. On prend ces données maintenant, on les met sur Internet. Donc, c'est à peu près comme ça on fait pour c'est à peu près comme cela qu'on procède pour les zones les plus reculées. Donc, voilà. Merci pour ces réponses. Alors, vous pouvez passer à la prochaine étape. Là, il n'y a plus de questions. Ok. En fait, justement, je me disais qu'il allait y avoir des questions en IoT. Je ne voulais pas faire une présentation très, très technique avec beaucoup de lignes de code, beaucoup d'architecture, tout ça. Donc là, je vais juste vous présenter. Justement, on parlait d'Ayana Tech. Alors, là, vous voyez bien mon écran? Oui, on voit bien l'écran. D'accord, ça marche. Alors, Ayana Tech. Donc, au Sénégal, plus de 50% de la population qui vit dans le monde rural vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, c'est qu'on a des agriculteurs qui arrivent à produire, mais qui gaspillent beaucoup trop d'eau ou qui ne trouvent pas du tout d'eau. Donc, dans tous les deux cas, on a un souci. C'est-à-dire que les agriculteurs, je prends l'exemple d'un agriculteur qui cultive de l'arachide. Lui, il a des arrosoirs où il a son tuyau et à chaque matin, il vient déverser une quantité d'eau sur sa culture. Donc, il arrose son champ, ou il irrigue son champ, mais il n'a absolument pas idée de quelle quantité d'eau, de quelle est la quantité d'eau qui est nécessaire pour justement irriguer son champ, mais juste à un niveau optimal. Et en effectuant des recherches, on a vu que en utilisant la technologie, en utilisant des réseaux d'irrigation qui sont connectés et qui sont intelligents,
il y a une différence. On arrive à augmenter la production des agriculteurs de 30 à 50%. Donc, avec une irrigation adaptée, avec une solution connectée et intelligente, quelqu'un qui produisait 100 tonnes sur son champ pour voir sa production monter jusqu'à 130 voire 150 tonnes, juste en utilisant les nouvelles technologies. Donc, on s'est lancé le défi de réaliser des objets pour ces agriculteurs-là. Donc, on allait les rencontrer, on leur a parlé, ils nous ont exprimé leurs besoins, on est revenu à Dakar, et on a essayé comment on allait faire pour les aider. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a créé un système d'irrigation intelligent et connecté. On a fait le design, la conception et le déploiement. Et c'est un dispositif qui a 13 capteurs. Donc, on capte la température du sol. Donc, on a des capteurs qu'on insère dans le champ, dans le sol. On a des capteurs pour la température du sol, le niveau d'humidité du sol, la teneur en eau, le niveau de conductivité du sol, la radiation solaire, la pluviométrie, une mini-station météo. Donc, on a vraiment une mini-station météo et des capteurs au niveau du champ. Et tous ces objets-là fonctionnent avec un panneau solaire. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un panneau solaire qui est... je vais mettre la vidéo. Voilà. Donc là, nous avons un petit panneau solaire qui fait fonctionner le système. Donc le système, il est automatique, intelligent et écolo. Donc, ces capteurs-là vont analyser le sol, vont essayer de voir quelles sont les informations qui se trouvent dans le sol. Ces capteurs-là vont les transférer à un ordinateur qui n'est pas trop loin, qui a la taille de la carte de crédit dont je parlais, c'est un microcontrôleur. Donc, ce microcontrôleur-là va centraliser toutes ces informations-là qui viennent des capteurs, donc plus de 12 informations qui arrivent chaque 15 minutes ou chaque 30 minutes. Maintenant, on les transfère à Dakar. On les transfère parce que nous sommes à Dakar, nous ne sommes pas au champ. Mais vu que le champ n'est pas connecté à Internet, vu qu'il n'y a pas de réseau Internet, on utilise une technologie sans fil basée sur les LPWAN, que j'ai partagé tout à l'heure dans les commentaires, pour maintenant transférer ces informations-là sur notre serveur à nous, sur un serveur cloud. Et lorsqu'on reçoit ces informations-là, nous, on a mis en place des algorithmes d'intelligence artificielle et de machine learning qui nous permettent d'analyser le sol, d'analyser les caractéristiques du sol et en fonction de la culture de l'agriculteur, on arrive exactement à prédire à quel moment de la journée il faut irriguer le champ et quel niveau d'eau, quelle quantité d'eau on devrait donner au champ pour une utilisation optimale et pour augmenter le rendement. Donc, nous avons mis en place un système de prédiction qui se base sur les données, donc du big data, mais les données qui viennent d'où? Les données qui viennent des capteurs. Et plus on reçoit les données, plus le système est précis. Donc, c'est à peu près ce qu'on a essayé de faire au Sénégal. Et là, justement, c'était le prototype qu'on a installé dans un jardin. On parle de champs. Donc, le système est déployé dans des champs, mais le même système peut être allégé. Vu que c'est un objet connecté, il peut être allégé, il est modulable. On enlève la plupart des capteurs, on en laisse 2 ou 3 et il devient un système d'arrosage intelligent au lieu d'un système d'irrigation intelligente. Donc là, ce système peut être déployé dans des hôtels, peut être déployé dans des espaces verts, au niveau de la mairie, au niveau des espaces publics. Donc, comment le système fonctionne? Alors, le système fonctionne en 3 modes. Nous avons un premier mode qui est le mode manuel. C'est-à-dire que bien vrai qu'on a mis les capteurs, bien vrai qu'on a mis le microcontrôleur, on a mis les panneaux solaires, on a mis les objets connectés, généralement, les agriculteurs ne font pas trop confiance à la technologie. Généralement, nous sommes un peu trop résistants face au changement. Et donc, on a voulu leur proposer un système manuel. C'est-à-dire qu'avec un petit device, avec un petit téléphone, s'ils ont un téléphone, bien sûr, ils peuvent activer ou désactiver le système à distance. On le verra au niveau de la vidéo. Ça, c'était le premier système. Mais tous les agriculteurs, bien entendu, n'ont pas de smartphone. Donc, deuxième option, on vient et on leur dit, d'accord, nous, notre système peut savoir à quel moment de la journée il faut irriguer et quelle quantité d'eau il faut donner aux plantes. Donc, nous, le système, il peut prendre de manière assez intelligente, assez autonome, toutes les décisions d'irrigation. C'est-à-dire que le système, le moment venu, l'heure venue, c'est le système qui va aller déclencher les tuyaux d'arrosage, qui va enclencher les vannes et qui va irriguer le champ. Et lorsque le système jugera à l'aide de ces capteurs que le champ a été suffisamment irrigué, c'est le système qui va commander les vannes et va les fermer pour stopper l'irrigation. Donc, du coup, le temps que perd l'agriculteur dans son champ, il peut l'utiliser pour aller chercher des clients ou pour aller faire une autre activité génératrice de revenus. Donc, je vais juste laisser la vidéo.
Donc voilà, je vais faire ça. Juste vous montrer le. Voilà. Alors là, tout ce qui est histogramme et le petit capteur qui est en bas, ce graphique-là, ça vient des capteurs. Là, c'est le niveau d'eau qu'il y a dans le sol. Donc, ce sont des données qui viennent directement des capteurs. Et là, maintenant, nous avons le taux d'humidité dans le sol. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on appuie, il y a un court moment entre l'instant où ma commande quitte mon téléphone, rentre sur Internet, sort par notre système sans fil, justement, qui est justement adapté au monde rural, puis pour venir au système. C'est pour ça qu'on a un décalage d'environ 2 ou 3 secondes. Après ce temps de latence, nous voyons que l'irrigation se coupe. Donc, à distance, je peux piloter le système d'irrigation. Donc là, c'est le mode manuel. Il y a un deuxième mode qui est le mode intégralement intelligent où l'utilisateur n'a même plus à appuyer sur un bouton. C'est le système qui prend les décisions là à sa place. Donc voilà, je vais juste avancer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. Alors ça, c'était moi quand j'étais étudiant. Voilà. Alors, donc le système se déclenche de manière automatique, tout seul. Excusez-moi. Et lorsque le champ est suffisamment arrosé, c'est le système voilà, on télécommande maintenant le système à partir du téléphone. Et là, le système, voilà, c'est tout pour la présentation. Donc, c'est à peu près comment ça fonctionne. Nous sommes en phase test actuellement dans plusieurs régions au Sénégal et nous arrivons à déployer ces systèmes-là dans des champs. Nous arrivons à les déployer, nous les déployons dans des champs et pour l'instant, les agriculteurs ils sont assez réticents, ça on le comprend parce qu'ils n'ont jamais vu d'objet, ils n'ont jamais vu d'objet connecté en fait. Et là, il y a une petite formation qui s'impose pour leur montrer comment ça fonctionne et quels sont les bénéfices qu'ils peuvent vraiment tirer de ce type d'application-là. Donc, il y a une phase de sensibilisation à faire parce qu'on ne peut pas débarquer comme ça dans un champ, dire salut, ça va, vous allez bien, nous remettre un système qui va piloter toute votre irrigation. Vous n'avez rien à faire, vous pouvez aller dormir, bien aller à Dakar, à 300 km de votre champ, gérer autre chose et c'est votre champ qui va s'occuper de lui tout seul. Donc voilà, à peu près ce qu'on a essayé de faire à Dakar. Après, s'il y a d'autres questions, on les prend. Oui, merci Monsieur Sarr pour cette belle présentation. Il y a des questions. Moi, j'ai une question à poser par rapport aux solutions que vous avez proposées. Qu'en est-il du financement, vu que le déploiement et la vulgarisation me semblent un peu complexes? Le financement de ces solutions-là, étant donné que le déploiement et la vulgarisation des solutions me semblent un peu complexes. Alors, qu'en est-il de son financement? Oui, en fait, c'est très facile de concevoir et de développer ces systèmes-là. C'est très facile de les concevoir et ça ne coûte pas vraiment cher pour faire le prototype. Je pense que la plupart des entrepreneurs pourront se lancer au niveau du prototypage, en tout cas, sur fonds propres. Maintenant, là d'où vient le principal souci, c'est au moment de produire les objets à l'échelle. C'est-à-dire qu'au début, on a un objet qui est là, on a des câbles qui débordent un peu partout. Ça ressemble vraiment à un ordinateur ouvert, on va dire. Ça ressemble à un ordinateur ouvert. Et là, maintenant, il faut maintenant passer de ce stade de prototype-là à un stade justement de produit fini. Et c'est cette transition-là maintenant qui coûte beaucoup d'argent et qui nécessite beaucoup de fonds. Et c'est dans ce contexte-là que généralement, c'est à ce stade que les entrepreneurs maintenant, ils font appel à des investisseurs. Et en Afrique, lorsqu'on parle à des personnes, lorsqu'on parle à des investisseurs, la première des choses qu'ils te disent, c'est nous ne sommes pas prêts pour des objets connectés. L'Afrique n'est pas prête pour des objets connectés. Alors que les objets connectés existent, alors que les objets connectés sont en train d'être déployés et les bénéficiaires de ces objets-là sont en train de voir les résultats que ces objets-là ont sur leur vie. Mais malheureusement, je pense qu'il y a aussi un problème de mentalité à résoudre quelque part pour avoir accès à ces financements-là. Voilà. Donc, nous, pour éviter de ralentir notre projet, on a décidé de tout faire sur fonds propres. Donc, avec nos associés, jusqu'à atteindre une certaine maturité, à partir de laquelle maintenant, nous pourrons évoluer vers une autre étape, une autre phase.
Alors, j'ai aussi une deuxième question. Oui. Comment accéder aux graphiques et aux données sans avoir un smartphone? Je parle bien des agriculteurs qui n'ont pas de smartphone. Comment est-ce qu'ils font pour accéder? Justement, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est un centre d'appel. Ce qu'on a mis en place, c'est un centre d'appel, un numéro gratuit qu'ils peuvent appeler. Et le centre d'appel, s'ils appellent avec un numéro de téléphone qui est enregistré, le centre d'appel reconnaît automatiquement leur champ et leur donne des informations en langue locale. En langue locale, au niveau de, il va leur dire, si c'est un Wolof, il va leur dire, OK, dans votre champ, la prochaine irrigation est prévue à telle heure. Et le niveau, bon, la température, j'imagine qu'en termes de température, ils n'ont pas vraiment intérêt à connaître la température du sol, en tout cas, mais on leur donne les informations, on leur donne des conseils. Et ce que j'ai oublié de mentionner, d'ailleurs, c'est qu'au niveau de ces données-là, lorsqu'on a des données, imagine, moi, je cultive des oignons. Je cultive des oignons. Mais je cultive des oignons parce que mon papa a cultivé des oignons aussi. Mon papa a cultivé des oignons parce que mon arrière-grand-papa a aussi cultivé des oignons. Donc, ça veut dire que toute la famille, nous sommes des cultivateurs d'oignons, n'est-ce pas? Et donc, c'est une culture familiale. Mais personne ne s'est posé la question à savoir, mais notre sol est-il vraiment adapté à la culture d'oignons? Les gens ne savent pas. Alors qu'avec les objets, nous, lorsqu'on reçoit ces objets-là, avec un traitement qui est fait, et on travaille avec des agronomes qui nous disent, d'accord, un objet dans un champ, si un champ a telle et telle caractéristique, c'est un champ qui est destiné à la production, qui serait idéal à la production d'oignons. Si ce champ-là a par contre d'autres caractéristiques, ce champ-là est adapté à la culture d'arachide ou de maïs, etc., etc. Donc à partir de là maintenant, si nous voyons que l'agriculteur est en train de cultiver tout ce qui est oignon, tout ce qui est arachide, et qu'au niveau de notre système, on voit que son sol est plutôt adapté à la culture de manioc, par exemple. Là, en appelant notre centre d'appel, ou en appelant, en juste demandant un SMS qui lui sont généralement envoyés, il peut recevoir des informations du type, vous êtes en train de cultiver de l'arachide, mais votre champ n'est pas adapté à la culture d'arachide. Ce qui serait intéressant pour vous et pour augmenter votre rendement, vous pouvez essayer la culture de maïs. Et ça, on le fait avec les objets connectés combinés avec le big data et l'intelligence artificielle pour faire de la recommandation. Voilà. Allô? Alors, je vois que la caméra de la modératrice est coupée. Je ne sais pas si elle a des soucis de connexion. Elle m'avait envoyé une question qu'elle a reçue en message privé. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de parler. Qui est-ce? Oui. Ibrahim. Allez-y. J'ai pris un coup de route. Désolé, je voulais prendre ça depuis le début, mais la connexion est refusée. On doit avoir un problème de connexion. Je pense que la modératrice doit venir. Le problème doit revenir. OK. C'était pour me présenter pour suivre le reste de la conférence. Merci d'être parmi nous, Ibrahim. Étant donné que vous avez raté une partie de la présentation, il faut savoir qu'elle est enregistrée et sera disponible sur la Web TV dans 24 heures tout au plus. Je ne sais pas si vous me recevez jusque-là. Monsieur Sarr, oui. C'est bon? Parfait. Oui, c'est bon. Alors, j'aurais une question qui a été posée à la modératrice en message privé. C'est que conseillez-vous à des jeunes qui veulent entreprendre dans ce domaine? Dans ce domaine. Alors, je me dis, déjà, merci pour la question. Je me dis que pour commencer à entreprendre dans le domaine de l'Internet des objets ou dans le domaine de la technologie en général en Afrique, on ne devrait pas se focaliser sur la technologie en tant que telle. On doit plus se focaliser sur la valeur ajoutée et sur l'utilisation de cet objet-là connecté par les agriculteurs ou par les clients, les futurs clients. Donc, on doit effectuer une conception orientée vers l'utilisateur plutôt qu'une conception orientée vers la technologie. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est qu'ils ont une technologie, ils ont des objets. Techniquement, c'est une prouesse technologique. C'est un dispositif qui est vraiment extraordinaire. Mais au niveau de son utilisation,
les gens n'adhèrent pas. Donc, avant de rentrer dans l'entrepreneuriat au niveau en technologie ou en objet connecté, là, l'idéal serait déjà d'étudier son marché, de voir de voir ce qui pourrait intéresser les gens, où est-ce que les gens ont des besoins, et à partir de là, maintenant, essayer de trouver des solutions pour répondre à ces besoins-là en utilisant la technologie. Donc, dans notre cas, on a fait un brainstorm, on allait les rencontrer, ils ont fait part de leurs besoins, on a pris leurs besoins pour maintenant créer une solution pour répondre à ces besoins-là. Donc, je pense que ça, c'est la première étape. Deuxième étape, maintenant, il ne faut vraiment pas avoir peur de prototyper, de tester et de recommencer ce processus-là. C'est un processus qui est itératif et qui nous permet d'affiner le produit on the go, comme les Américains disent, au fur et à mesure. Donc, ça, c'est mon deuxième conseil. Troisième conseil, une fois qu'on a une bonne idée, on sait que les gens en ont vraiment besoin. Ensuite, on a le prototype qui marche. Maintenant, il ne faudrait pas hésiter à aller vers les utilisateurs finaux, leur proposer leurs produits, peut-être même à moindre coût ou gratuitement. Les laisser tester le produit-là, recueillir leur feedback, parce que de base, leur feedback est beaucoup plus important que le produit lui-même. Donc, à partir de leur feedback, on améliore le produit. Et maintenant, on se lance dans la production. Et maintenant, avant de se lancer dans la production, il faudrait déjà avoir un minimum de financement. Et c'est là où se trouve je pense que c'est le grand problème de tous les entrepreneurs en Afrique, surtout en Afrique francophone. En Afrique anglophone, ça va. Les investisseurs sont assez compréhensifs. Mais en Afrique, c'est un peu plus compliqué. Mais nous pouvons réaliser des objets à moindre coût qui ne nécessitent pas beaucoup de financement et commencer à les déployer. Donc, voilà. Mais ce n'est pas vraiment, c'est un domaine ce n'est pas un domaine très compliqué. Ce n'est pas un domaine très compliqué. Une personne moyenne pourrait arriver à créer son premier objet connecté en moins de 2 semaines, si la personne a tout ce qu'il faut comme équipement. Donc voilà. Donc mes conseils, bien voir son idée, voir que son idée, s'assurer que son idée répond à des besoins bien précis, prototyper, tester le marché, surtout tester le marché, incorporer les feedbacks, améliorer le produit, chercher le financement. Si on n'en a pas, on essaie de continuer avec les moyens du bord. Voilà. César, pour cette brillante réponse. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour la personne actuellement. Entre-temps, une question de Sokna Sidibé qui demandait, qui disait tout d'abord, merci à vous, Monsieur Sarr, pour cette présentation. Grâce à vous, maintenant, on a plus conscience de ce que c'est que la technologie IoT et d'avoir partagé votre projet qui inspire les jeunes à entreprendre dans le domaine. Ma question est peut-être un peu hors sujet, mais vous avez parlé des levées de fonds. Comment vous y êtes pris et comment vous avez fait pour convaincre les bailleurs de fonds? Alors, pour tout ce qui est levée de fonds, déjà, au début, lorsqu'on démarrait la startup, on avait environ quelque chose comme 250 000, 300 000. Donc, c'est vraiment, en tout cas, pour une entreprise qui veut s'activer dans le domaine des objets connectés, c'est vraiment un petit montant. Donc, on a fait tant bien que mal pour réaliser le premier prototype. On l'a testé et les gens nous croient quand ce qu'ils nous voient. Donc, on a appelé ces gens-là pour qu'ils viennent regarder le système. On a appelé les investisseurs pour qu'ils viennent regarder le système. On leur a fait des démonstrations pour leur montrer les fonctionnalités, etc. Donc, ça les a intéressés. C'était un premier moment. Mais les gens sont souvent très sceptiques. On se dit, bon, nouvelle technologie, ça va jamais marcher en Afrique. Ça va jamais marcher en Afrique. Preuve, on voit rarement des applications mobiles vraiment, on va dire, entre guillemets, percer en Afrique. Il y en a très peu qui arrivent à sortir du lot. Et les investisseurs, généralement, ne veulent pas trop prendre de risques. Mais pour la levée de fonds, on a adopté une autre stratégie. On avait des moyens limités, mais en même temps, on avait besoin de fonds. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à participer à 2 ou 3 hackathons des concours qui nous ont permis de gagner environ 2 000, 3 000 $. Donc, on a pris cet argent-là pour commencer. Donc, ces 3 000 $ nous permettent d'avoir encore plus de prototypes qu'on met sur le marché. Et à partir de là, maintenant, on a commencé à faire de la vente, mais en avance. C'est-à-dire qu'on a commencé à remplir un carnet de commandes sans avoir réellement fini le produit. Donc, des promesses d'achat signées
Et avec ces promesses déjà-là, les banques et les investisseurs, ils sont beaucoup plus enclins à soutenir une start-up qu'une personne qui vient tranquillement et dire, bon, moi, j'ai une petite idée et je veux que vous me financiez 5 ou 10 millions. Donc, c'est vraiment avec un produit qui marche et avec des prototypes qui sont là, qui existent, et la capacité de démontrer que ce produit-là est vraiment efficace et que ce produit-là intéresse vraiment le marché, qu'on peut attirer les investisseurs. Donc, première étape, fonds personnels. C'est de l'argent de la sorte, ça vient de la famille, ça vient des amis, ça vient des, voilà, on va dire, ça vient de son cercle. Ensuite, deuxième étape maintenant, on essaie de voir. Si on n'a pas vraiment d'investisseur qui est prêt à rentrer dans l'entreprise, on essaie de voir du côté des concours. Du côté des concours, parce que c'est l'autre alternative. Mais on ne doit pas être dans une logique de on va faire des concours, on fait tout le temps des concours, on fait tout le temps des concours. Non, il faut faire des concours en niveau 1 juste pour avoir le montant dont on a besoin pour avancer. Ensuite, on avance et plus tard maintenant, on essaie d'amener un truc vraiment concret, des choses concrètes à l'investisseur pour qu'il puisse prendre sa décision. Donc, c'est à peu près le schéma là qu'on a suivi. Donc, on y est allé tranquillement, graduellement pour atteindre ces objectifs-là. Et une fois qu'on a le premier client, tout le reste vient tout seul. Alors, j'avais un petit souci technique, mais qui a été réglé. Donc, alors, nous avons un internaute qui a posé la question suivante, qui se nomme Djibril. Il dit quels sont les risques engendrés par les problèmes de sécurité des objets connectés pour les entreprises? Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes de sécurité dans les objets. Parce que ces objets-là, finalement, sont des objets, en fait, ce sont comme des espions. Parce que ces objets-là savent tout ce qui se passe dans la maison, ou tout ce qui se passe dans le champ, ou tout ce qui se passe dans la rue. Donc, il y a eu des sérieux problèmes de cybersécurité au niveau des objets connectés. Mais pour justement, il y a plusieurs risques. Déjà, il peut y avoir tout ce qui est fuite d'informations. Fuite d'informations. Les objets connectés génèrent beaucoup de données. Beaucoup de données. Et ces données-là, à mon avis, une entreprise ne voudrait pas qu'une entreprise tierce vienne avoir accès à ces données-là. Donc là, c'est le plus grand risque, en fait. C'est le fait de se faire voler des données qui peuvent être très convoitées par d'autres entreprises. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est qu'également, imaginons j'ai une voiture connectée, j'ai une voiture intelligente, j'ai une voiture autonome. Si un pirate ou un hacker arrive à avoir accès à ma voiture, là, il peut même créer des accidents. Il peut même voler ma voiture, en fait. Il peut l'allumer à distance, lui donner une destination, et puis moi, je me lève le matin et je ne vois plus ma voiture. Donc, il y a plusieurs risques, en fait, qui peuvent intervenir, mais tous ces risques-là sont concentrés au niveau de l'accès à ces objets-là. Donc, on doit tout faire pour empêcher à des gens qui ne sont pas autorisés d'avoir accès à ces objets et de pouvoir les commander ou les piloter à distance. Donc, c'est là où se trouve le principal problème pour de sécurité au niveau des objets. Alors, du coup, si tu me le permets, j'ai reçu une question en message privé. C'est une question qui dit, étant donné que c'est beaucoup de data qu'on génère à travers ces objets connectés, et on est tous conscients de la sensibilité de ces données-là, comment convaincre et les agriculteurs et d'autres personnes à adhérer à nos solutions Big Data, à nos solutions IoT plutôt, en leur assurant plutôt la sécurité de leurs données? Je parle notamment de la sécurité des Big Data. OK. En fait, généralement, nous, dans notre cas, ces données ne sont pas si sensibles que ça, vu que ce sont des données de température, de pression, etc., qui viennent du champ. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre la sécurité au niveau du plateforme, au niveau de notre plateforme, pardon. Au niveau de notre plateforme, là, on essaie de mettre en place toutes les stratégies de sécurité pour que ces données-là ne soient pas ensuite partagées ou revendues à d'autres entités. Donc ça, c'est déjà, et ça, je pense que ça fait partie du code des télécommunications dans presque tous les pays, le principe de protection des données personnelles des gens. Et je me dis qu'un agriculteur, finalement, ou bien la personne finale, n'a pas vraiment, je me dis que la personne peut avoir peur, parce que ce sont des données personnelles.
mais tout dépend du type de données. Et généralement, il y a certaines entreprises qui veulent en fait stocker, qui proposent de stocker ces données-là en interne dans l'entreprise. Et puis, les données qui ne sont pas sensibles, on les stocke sur le cloud. Moi, par exemple, au niveau de notre startup, nous stockons les données qui viennent de du champ. Les données qui viennent du champ, nous les stockons en local. Et puis maintenant, les données personnelles de l'agriculteur, on les stocke à part. Donc, on fait une séparation entre les données vraiment qu'on utilise pour faire fonctionner les services et les données qui viennent, qui sont personnelles et qui servent à identifier l'agriculteur. Donc, je me dis qu'un agriculteur ou une personne, la personne, en fait, il faut la convaincre que le système est fiable, qu'il y a un réel impact derrière et que tout ce qui est traitement de données, vous suivez les stratégies et les guides qui ont été mis en place par les États. Et ça devrait passer. Nous, c'est ce qu'on fait depuis le début, en tout cas. Voilà. Donc, ça passe toujours par une phase de sensibilisation pour leur expliquer tout le processus. Sinon, ça peut devenir très compliqué pour des gens qui ne sont pas digital native. Alors, Monsieur Sarr. Oui. J'ai encore une autre question à poser par rapport à la sécurité des personnes. Oui. Mais que le système prend des décisions tout seul. Oui. Est-ce qu'on peut perdre le contrôle sur ça, sur les objets? Oui, oui. Ça dépend de l'objet en question, mais je pense qu'on a déjà vu des voitures qui sont faites hacker, par exemple. Des voitures qui sont faites hacker. Mais généralement, on met toujours en place des garde-fous pour permettre justement de pouvoir désactiver le système pour pouvoir réagir en situation d'urgence. Donc, il y a toujours cette porte de sortie-là qui est développée et qui est là pour permettre justement de faire face à ce genre de situation-là. Mais cela reste entièrement possible. Une maison connectée, une personne qui arrive à rentrer dans votre système interne de chez vous, votre réseau local, que ce soit un voisin à qui vous avez donné votre mot de passe Wi-Fi, par exemple, si la personne s'y connaît très bien en informatique, la personne peut s'introduire chez vous, mais pendant que vous êtes au bureau, la personne peut allumer les lampes, allumer la climatisation, déclencher des incendies, créer une inondation, on ne sait jamais. Donc, tout le problème de sécurité, en fait, revient au niveau du stockage des données et au niveau de l'accès à ces données-là et au système. Ensuite, il y a Douji qui pose une question. Tout à fait. Il demande si les objets connectés fonctionnent avec une connexion. Il dit ces objets connectés fonctionnent avec une connexion Internet pour la plupart, je crois. Alors, sont-ils réellement adaptés à notre écosystème pour le moment, sachant bien que pour le moment, nos grandes problématiques sont liées à l'électricité, l'accès à Internet, entre autres. Je donne un exemple. Les objets connectés, en fait, les objets connectés, on les appelle objets connectés parce que au bout de la chaîne, nous avons Internet, nous avons des serveurs qui sont sur Internet. Mais cela ne veut pas forcément impliquer que le projet, que le dispositif doit être dans un environnement où il y a Internet. Le dispositif peut être dans un environnement où il n'y a pas Internet, mais périodiquement, grâce à une autre technologie qui n'est pas Internet, ces informations-là peuvent se retrouver sur Internet. Donc, il y a un intermédiaire. Il y a l'objet, il peut y avoir un intermédiaire, et puis il y a Internet. Donc, les objets connectés, je me dis qu'en Afrique, la plupart des gens pensent que nous ne sommes pas prêts pour les grandes technologies. En fait. Généralement, même moi, avant de rentrer dans ce domaine-là, je pensais finalement que les objets connectés n'allaient pas vraiment marcher en Afrique. Mais ce qu'on voit, c'est que pour que l'Afrique puisse aller de l'avant, il faudrait qu'on fasse ce qu'on appelle un leapfrog, les sauts de grenouille. Il faudrait qu'on saute des étapes. Et les objets connectés les objets connectés peuvent justement servir à économiser de l'énergie, réduire la consommation en électricité de toute une ville. Les objets connectés peuvent également servir à d'autres fins comme dans le domaine de l'éducation. Et donc, je me dis qu'il y a deux problématiques. Il y a la problématique des objets connectés. Il y a la problématique de l'électricité et de l'accès à Internet. Mais les objets connectés, par exemple, ne consomment pas d'énergie. Les objets connectés sont généralement, je donne un exemple. Disons à Bamako, il y a une société de transport qui a une flotte de bus. Et des gens qui veulent prendre le bus veulent avoir en temps réel sur leur smartphone là où se trouve le bus, à quelle heure le bus va passer, à quelle vitesse va le bus.
Là, ce sont des informations pour une personne qui est dans son coin en train d'attendre le bus. Mais ces objets connectés-là qu'on met dans le bus, ces objets connectés-là, en réalité, peuvent fonctionner pendant 5 ans. Pendant 5 ans sans qu'on change leur batterie. Et pourtant, ce sont des objets connectés qu'on met dans le bus juste pour que ces objets-là puissent voir la vitesse du bus et sa position. Donc, généralement, les problématiques de tout ce qui est objet connecté ne sont pas directement liées à l'électricité ou à l'accès à Internet, mais nous sommes tous d'accord que l'électricité et l'accès à Internet peuvent favoriser évidemment la prolifération de ces objets connectés-là. Donc, ce n'est pas vraiment un frein, le manque d'électricité et d'accès à Internet, mais cela pourrait favoriser, si ça est résolu, si les problèmes d'électricité et d'accès à Internet sont résolus, cela pourrait favoriser effectivement l'arrivée des objets connectés ici en Afrique. Mais il y a des objets connectés qui ont spécialement été conçus pour l'Afrique, justement. En tout cas, c'est notre cas, nous, à Dakar. OK. Alors, les questions rebondissent toujours. Hein. Nous avons un certain Lion qui a posé une question. Il dit, les problèmes de sécurité de l'Internet des objets. Les objets connectés peuvent accroître considérablement la productivité des entreprises. Ils comportent aussi des risques, comme tous les appareils connectés à Internet. Les appareils de l'Internet des objets peuvent être piratés. Cependant, ma question est de savoir comment maintenir la sécurité de l'Internet des objets. Déjà, merci. C'est une contribution, une question. Donc, merci pour la contribution et pour la question. Pour maintenir la sécurité des objets, généralement, tout passe par les techniques de cryptographie. En général, les techniques de cryptographie. C'est très facile de rentrer dans le système, effectivement, dans un système connecté, si on se fait passer pour un équipement. C'est-à-dire que moi, je peux rentrer dans une entreprise, je vois des équipements dans des salles serveurs, mais moi, je peux développer mon objet ou je peux faire croire, en fait, au serveur de l'entreprise que mon objet à moi, c'est un objet qui fait partie du réseau. Et donc, si l'entreprise n'est pas réellement protégée, mon objet peut très facilement rentrer dans le réseau, mais à la fin, c'est une taupe qui est là. C'est une taupe qui est là et qui me redonne les informations de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Il faut toujours veiller à la transmission à la sécurité lors de la transmission des informations. Parce que c'est là où c'est sensible. Les objets connectés, généralement, n'ont pas de câble, n'ont pas de fil, fonctionnent avec Wi-Fi, Bluetooth ou des technologies LP1 dans les zones rurales. Et si on ne met pas assez de technologies de sécurité au niveau de ces points critiques-là, on peut réellement avoir des soucis de sécurité. Donc, pour maintenir la sécurité, en fait, les systèmes connectés sont des serveurs comme les serveurs qu'on a dans le cloud, pour les sites web, etc. Donc, c'est à peu près les mêmes principes qu'on applique pour un serveur normal, qu'on applique pour sa plateforme d'objets connectés. Mais en plus de ça, maintenant, il y a des technologies en sécurité qui sont spécialement adaptées à l'IoT et qui sont déployées dans ces cas de figure-là. Alors, merci beaucoup à vous, M. Mohamed Moustapha Sarr. Je crois que ce webinaire touche à sa fin. Il est déjà 16h08 chez nous. Alors, nous vous demandons si vous avez des mots de fin à dire pour mettre fin à ce webinaire. Est-ce que je peux Malcoli, Duco, la modératrice, de dire un mot, si c'est possible? OK. Et je vois que ma caméra elle est verrouillée par Jibril, mais je voudrais juste remercier mon frère Mohamed pour dire qu'il a fait un excellent travail. Et franchement, moi, je suivi ça avec intérêt et je pense que nous avons appris beaucoup de choses de ce qu'il est en train de faire et on le remercie infiniment au nom de l'Université virtuelle du Mali. Mais aussi, c'est de dire de voir que cette jeunesse africaine aujourd'hui qui s'intéresse à l'Internet des objets connectés, aujourd'hui, ça veut dire que l'avenir est chez nous. Mais ça veut dire qu'on a encore de l'espoir et surtout des talents qui sont là pour nous donner des informations et répondre à ces questions, mais aussi à nos étudiants. Et nous sommes très contents et très fiers de ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a fait aujourd'hui. Et on le salue énormément, on le remercie pour tout. Et je pense que les internautes ont dû avoir un peu d'explication à cela. Et franchement, moi, j'ai suivi avec intérêt et j'ai appris beaucoup de choses. Et je l'invite d'ailleurs pour le prochain webinaire qui arrive le 9 avec le groupe INSA. Je ne sais pas si la modératrice en a touché un mot.
Là, on organise avec le groupe INSA et avec des spécialistes de 10 000 codeurs, avec Douglas et autres, et avec Suleiman Bengue qui va venir, qui est un des spécialistes aussi de l'IoT. Mais nous allons avoir le professeur du groupe INSA parce que nous savons à l'Université virtuelle du Mali, nous avons un bachelor en IoT et nous sommes en train de regarder des spécialistes africains, mais aussi européens qui peuvent rejoindre l'Université virtuelle et pour pouvoir travailler dessus. Et ce webinaire qui arrive le 9 juillet, il le faut. On a besoin de Mohamed Moustapha Sarr qui vienne aussi montrer que sans doute il risque d'être le plus jeune de ce panel, mais c'est là où c'est intéressant, le challenge de votre détail. Et on va demander à ce moment-là de pouvoir donner encore plus de questions, de plus de répondre et de dire que l'Université virtuelle du Mali le remercie énormément, mais toute la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, le numérique fait que c'est toute l'Afrique qui bénéficie. Dès lors qu'on a un talent quelque part dans un pays, le numérique va le chercher et le met aussi à la lumière de tout le monde, pour que tout le continent bénéficie. Vraiment, bravo Moustapha Sarr et en tout cas super et très content de ce webinaire. Et bravo à l'équipe de IVM pour l'organisation de ce webinaire. Et je vois que des personnes sont en sous-marin comme Mamadou Mangané, que je salue au passage, ou Karim Raoui, qui est là depuis Toulouse. Et je vois Awa Sali qui a un peu parlé, mais qui se cache aujourd'hui. Et je vais bien voir sa tête, mais ce n'est pas grave. Mais je salue tout le monde et bravo à tout le monde et bravo à tous ceux qui ont suivi ce webinaire. Et c'est de dire que ça va continuer à venir. Nous allons demander à Mohamed Moustapha Sarr de nous accompagner tout au long, à chaque fois qu'il a son temps, de venir partager ses connaissances avec les plus jeunes et les plus vieux comme nous, hein, qui sommes là aujourd'hui avec Karim et autres. Et voilà. En tout cas, merci infiniment et encore désolé de m'avoir incrusté. La modératrice me fait signe avec son sourire que je dois dégager. Allez, merci Moustapha et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup vraiment à vous. Merci beaucoup, Amadou. Je serai là le 9 juillet, Inch'Allah, pour assister à la présentation avec Gensa. Ce sera avec un grand plaisir. Et donc, en guise de dernier mot, je vais dire que ne faut jamais écouter les gens qui disent que l'Afrique n'est pas prête. Faut jamais, si vous rentrez dans une discussion et que quelqu'un vous dit que l'Afrique n'est pas prête, attendez ces arguments, mais si la personne ne vous donne pas des arguments sustainable, comme on dit, laissez tomber et allez faire autre chose. Allez prototyper vos projets, allez construire vos objets connectés, et puis voilà. Et là, moi, actuellement, je suis ici, je suis basé en Côte d'Ivoire, je travaille pour la Banque mondiale, je suis consultant, et on a plusieurs projets. J'ai des projets, je travaille sur un projet e-agriculture ici en Côte d'Ivoire et au Bénin, mais on voit très clairement qu'il y a cet écosystème-là qui commence à grandir un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment plaisir de voir d'autres entrepreneurs sur le terrain qui font également des choses et qui fabriquent des objets connectés, qui ont des idées de projets et qui arrivent à les implémenter et qui ont ce courage-là d'aller directement dans le terrain pour, sur le terrain, pardon, pour partager leur expérience et apporter leur savoir en technologie afin d'aider ces entrepreneurs, ces agriculteurs-là à avoir des fins du mois meilleures, on va dire ça comme ça. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Excusez-moi, mon français is not that fluent. Voilà. Merci. Merci à vous aussi et merci à tous ceux qui ont suivi ce webinaire avec intérêt. Alors, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Alors, bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.